je voudrais vous souhaiter un très bon colloque tout en précisant qu'il y a évidemment des traductions simultanées en français, en anglais et en turc. Voilà, je vous remercie. Monsieur, vous avez eu quelques difficultés pour entrer à l'Assemblée nationale. Le député reviendra sur la question, mais c'est vrai que depuis l'état d'urgence, l'accès est assez pénible. J'ai cru comprendre que... Le bilan est un triste état des lieux, parce que nous le savons, si cet accord a réduit le nombre d'arrivées en tant que tel, il a surtout été à l'origine de nombreuses violations des droits humains en Turquie, et aussi de la rétention sur les îles grecques de réfugiés. Avoir ce partenariat-là avec ce pays-là aujourd'hui. Nous vivons dans un monde chaotique, nous le savons, un monde incertain, qui rend nécessaire le développement de repères et d'outils pour faire face aux défis qui s'imposent à nous. Et parmi ces repères, je crois qu'il est important de rappeler, en tout cas, je crois que c'est le rôle de l'Union européenne, de rappeler l'Européenne et la France aussi, depuis un certain temps, ont décidé de ne pas en faire des priorités dans les relations internationales et les relations bilatérales en ce qui concerne la Turquie. Nous devons, nous Européens, on a pu s'interroger sur la nécessité ou non, malheureusement, du point d'interrogation. Cette guerre civile est malheureusement une réalité déjà depuis l'été 2015, comme on a vu, celle entre laïcs et conservateurs islamistes. Et le président Erdogan a encore avivé ces fractures dans une stratégie de fuite en avant de moi, c'est dictature, de démocratie illibérale. On est dans une situation qu'un intellectuel comme Ahmet İnsel a appelé un contre-coup d'État permanent. On peut aussi parler d'un espèce de coup d'État rampant civil. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, vous les connaissez tous, plus de 130 000 personnes licenciées, plus de 40 000 arrestations, dont... Qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce qui risque de se passer? Comment on en est arrivé là? Effectivement, la date du 30 juillet 2016 est à cet égard significative, une tentative de coup d'État qui était extrêmement brutale. 6 mois après, nous ne savons toujours pas qu'est-ce qui s'est passé. C'était qui ensuite n'ont pas fonctionné, mais là on était encore dans la vague de l'espoir. On avait le jeune dirigeant kurde Selahattin Demirtas, donc quelqu'un de totalement charismatique et qui représentait un espoir, pas seulement pour les populations kurdes, mais aussi pour les Turcs de gauche, les jeunes aussi, puisqu'il y avait une volonté d'être comme une sorte de troisième voie. Son parti, donc le Parti démocratique des régions, HDP, dont on a dit que une dizaine de leurs députés sont aujourd'hui en prison, eh bien, vraiment, c'était un espoir pour, pas seulement, encore une fois, les Kurdes, c'était beaucoup plus large. Japonya'da ya da Amerika'da çok değişik bir robot yapmışlar. Her ulustan önemli bilim adamlarını çağırmışlar. Demişler ki en zor soruyu bile en fazla 15 saniyede yanıtlayıp bu robot. Herkese çözülmesini, Ermeni soykırımı dair tarihsel trajedilerle yüzleşilmesini içeriyordu. Böylesi bir vaat ya da bir perspektif AK Parti'nin farklı kesimlerden destek görmesine zemin hazırladı. Bu süreçte Avrupa Birliği'nin de elbette bir işlevi oldu. Kurumsal yapılardan, ordudan, bürokrasiden, yargıdan, milliyetçi çevrelerden gelen dirence karşı Avrupa Birliği de AK Parti'nin işini kolaylaştıran bir dayanak. Parce qu'il y a des défenseurs des droits de l'homme qui ne sont pas avocats, des journalistes sont défenseurs des droits de l'homme, des syndicalistes, des politiciens sont querellés. Et singulièrement en Turquie, j'ai été envoyé à de nombreuses reprises par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et par l'Union internationale des avocats pour assister à des procès qui concernaient des personnalités qui étaient querellées à raison de leur... qui était un mouvement démocratique. Par le prisme du génocide arménien et de ses commémorations, nous avons pu voir qu'il y avait de plus en plus d'intellectuels qui parlaient de plus en plus clairement du génocide sans mettre des guillemets, que dans les grands journaux qui étaient encore relativement libres, on pouvait en parler de plus en plus naturellement, qu'il y avait de plus en plus de secteurs de la société qui étaient impliqués et que dans la société turque, nous pouvions parler de plus en plus et année après année de ce qui fait la diversité d'une société et à l'encontre d'un discours nationaliste
qui ne veut voir dans la société. Türkiye'de ne yaşanıyorsa HDP'ye dönük akademide ve basın dünyasında olup bitenin hepsi madde madde o planda var. Şimdi bunların ışığında bu tezi acaba Türk devletinin davranışlarını meşrulaştırmak için sürdürdüğünü de soramaz mıyız kendimize? Sorgulamak gerekiyor. Çok. Il y en a une douzaine en prison, mais il y en a d'autres qui sont soumis au contrôle judiciaire, dont des Yazana. Il y en a qui sont interdits de sortie, donc il reste quelques-uns, une poignée, je ne sais pas pour combien de temps. Donc notre ami Mithat Sancar et Osman Baydemir est aujourd'hui, ils sont répartis le rôle. Lui, il est à Moscou et Mithat Sancar est venu ici. İmralı'da Öcalan'la görüşmeler yapıyoruz dedi ve yeni bir süreç başlattıklarını duyurdu. 2013 yılının başında yaşanan bu gelişme önemliydi. Türkiye'de birden çok olumlu bir hava esmeye başladı. Belki de son 10 yıllar içinde, yani 80'den bu yana diyebilirim ki en liberal hava oluştu Türkiye'de. Kolay değildi böyle bir süreci açık ve ilan ederek resmen başlatmak. Ardından o zaman I have very high regard for the Institute and for you personally, so thank you for your invitation today. Before talking about U.S.-Turkey relations, I do want to push back a little bit on the last statement that Mithat Sancar made. I think it is a mistake to treat business as usual. Mrs. Merkel shouldn't be going to Ankara with her hat in hand. Sur la question turque fait entendre toujours une voix forte pour le respect des droits humains et des libertés. Je rappellerai le rôle joué par Danin Cohn-Bendit au Parlement européen ou plus récemment par Hélène Flautre quant à la dénonciation finalement des dérives autoritaires en Turquie et dans la région. Cela explique en fait mon intérêt à la fois pour la question turque au sens large de la question turque